Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la théorie de la veste ou comment ne plus avoir peur de l'échec. Je suis Annalisa et je travaille pour HDFID, Hauts-de-France Innovation Développement et Star Partner. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, HDFID est l'agence régionale qui s'occupe de développer l'innovation en région et Star Partner est une plateforme développée par l'agence de mise en relation pour porteurs de projets, start-upers, talents, structures d'accompagnement, etc. En bref, si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou vous voulez rejoindre un projet, je vous invite à créer votre profil sur la plateforme si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à visiter aussi notre site et à regarder l'agenda pour vous inscrire à nos événements et rester à jour sur tous les événements organisés en région. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram pour avoir toute l'actualité sur notre communauté. Comme j'ai déjà dit, ce webinaire d'aujourd'hui est sur la théorie de la veste, une méthode que nous avons beaucoup aimée à l'agence et qui a été développée par notre invitée Annabelle, que je remercie beaucoup pour être ici. Et aujourd'hui, ce sera un premier rendez-vous parce qu'on vous réinvitera, on réinvitera ceux qui décideront de pratiquer la théorie à notre after work. Peut-être en fin d'année, on n'est pas encore sûr sur la date, mais on vous tiendra au courant pour échanger sur nos expériences, nos vestes, nos échecs et nos échecs. Et avant de démarrer l'événement, j'ai fait un tout petit tour de Livestorm pour vous montrer comment ça fonctionne. À droite, vous avez la chat dans laquelle vous pouvez échanger entre vous et avec Annabelle. Et vous avez aussi la partie des questions où vous pouvez poser des questions à Annabelle. Et donc, bon webinaire et je laisse la parole à Annabelle. Ah, le micro est coupé. Oui, le micro est coupé. On ne t'entend pas. OK, maintenant oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, comme notre chère hôtesse nous a décrit, moi je m'appelle Annabelle Roberts. J'ai écrit un livre qui s'appelle La théorie de la veste. Et souvent des gens, voilà. Nous l'avons lu et c'est génial, franchement, on vous conseille de le lire. Eh ben, merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, si c'est OK avec tout le monde, c'est que la question que j'ai le plus souvent, c'est que, Annabelle, pourquoi la théorie de la veste? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Et d'où vient cette audace? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à ces deux questions avec deux histoires. Et après les deux histoires, je vais vous expliquer comment pratiquer la théorie de la veste, qui est le truc le plus simple de la Terre. Et je suis étonnée que il n'y a pas plus de gens qui le font, en fait. Mais en même temps, je vais vous présenter un peu des recherches que j'ai faites pour donner une méthode vraiment pragmatique et basée sur la recherche pour surmonter son peur de rejet, d'accord? Son peur de rejet. Et certains échecs sont des rejets, certains rejets sont des échecs, mais je précise que c'est vraiment le peur du rejet. Donc, ça c'est les trois items sur les agendas, si on peut dire ça comme ça. D'où vient la théorie de la veste? Pourquoi avais-tu besoin? Et comment le pratiquer? Donc, d'où vient cette théorie de la veste? Mais d'abord, il faut que je commence avec où moi je viens. Donc, vous entendez sûrement un accent dans mon français qui n'est pas toujours à l'auteur que ça devrait être. Flammarion était assez gentil de mettre avec moi une coach en rédaction pour mon livre parce que autant que je l'ai écrit en anglais de bout à bout, en français, j'avais besoin un peu d'aide parce que je suis anglophone de l'Alberta, Canada. Donc, les gens, ils ne comprennent pas en fait que la plupart du Canada parle anglais,
Mais les Canadiens anglais, c'est un peu comme les Américains, sauf que personne ne se balade avec un pistolet dans la poche. Et nous, on donne un sécu parce qu'on voit l'intérêt, on trouve ça plutôt sympa. Donc, il y a des différences culturelles quand même. Mais ça n'empêche pas que ça peut être quand même beaucoup comme les États-Unis parce qu'il y a des coins très conservateurs. Et je parle conservateur à l'américaine. Et c'est là d'où je viens. Et depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai raconté l'histoire de ma vie peut-être 300 fois. Donc, si je le partage avec vous aujourd'hui, c'est parce que chaque fois que je ne le partage pas, il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi cette soif d'arriver, ça vient d'où, etc. Et l'histoire que je vais vous raconter n'était pas dans le livre au début. Et c'est mon éditeur qui m'a supplié de le mettre dedans parce qu'il m'a dit, Annabelle, il faut que tu racontes ça. OK. Et donc, j'ai grandi en Alberta. Alberta, c'est le Texas du Canada, mais c'est plus proche de l'Alaska que du Texas. Je suis l'aînée de 10 enfants. J'ai grandi mormone, dans une communauté mormone, dont c'est découragé pour des femmes de faire des études, c'est découragé pour des femmes d'avoir un emploi. Si je suis l'aînée de 10 enfants, ce n'est pas pour rien, c'est parce que dans la foi mormone, les femmes se marient à 18 ans et c'est leur job d'avoir autant d'enfants que le ciel en donne. Et sauf qu'il y a un petit pépin dans cette histoire et c'était un pépin international qui était partagé par plein de jeunes femmes mormones. L'Église mormone n'a pas compté sur l'arrivée de Internet. Et donc, quand j'ai pu y aller sur Internet pour la première fois, quand j'avais 12 ans, dans la bibliothèque de ma ville, j'ai posé toutes les questions que j'avais sur la foi mormone, j'ai jamais eu de réponse à l'Église, telles que pourquoi il y a des enfants qui meurent de faim, soit Dieu il s'en fout, soit il est impuissant. Et donc, pourquoi on est dans cette église à chanter ces chansons tous les dimanches? C'était qui? Joseph Smith, qui était le fondateur de l'église mormone, qui a fondé l'église en Amérique après avoir discuté avec Dieu dans une forêt. Et en fait, les réponses que j'ai trouvées m'ont choquée. Et j'ai décidé cet après-midi même que j'étais athée. Et donc, je suis rentrée à la maison et j'ai annoncé ça à ma famille. Vous savez, je suis athée parce que là, je pense que vous mentez depuis longtemps, donc je suis athée. Et ça s'est pas très bien passé. Ma famille a demandé à l'évêque de la paroisse qu'est-ce qu'il devait faire avec une fille si rébellieuse, etc. Parmi autres choses. Hein. Je voulais me maquiller aussi, je voulais avoir un petit copain, plein de rébellions. Et ils m'ont dit, c'est une pomme empoisonnée, madame, il faut la sortir de la baraille. Et donc, c'est à partir de là où j'étais mise dans une famille d'accueil mormone, ultra mormone. Et je faisais 40 km tous les jours pour rejoindre mon école. La ville où j'ai grandi, on était à 220 km de l'hypermarché le plus proche. Donc, c'est vraiment un autre monde, le Canada. Et j'étais pas bien, en fait, avec cette histoire. C'est non seulement est-ce qu'il fallait que j'aille à l'église 3 fois par semaine, que je vis dans cet environnement extrêmement strict et conservateur, où il fallait prier 7 fois par jour, lire des textes, mais des textes mormones que ce monsieur avait écrits après avoir discuté avec Dieu. Et qu'ensuite, il écrivait une nouvelle Bible qu'il traduisait depuis un chapeau parce qu'il disait que Dieu lui parlait dans un chapeau. J'ai trouvé ça absurde. Et il fallait étudier le livre de Mormon, ça s'appelle, tous les jours, 1 heure avant de prendre le bus. Et je prenais le bus à 6h45 le matin. Donc, il fallait étudier la Bible mormone. Il fallait y aller à l'église 3 heures par semaine le dimanche. Et en plus de ça,
il fallait faire des cours de comment être une bonne mère et une bonne épouse à partir de l'âge de 12 ans. Et donc, de 12 à 18 ans, on suivait le cursus sur comment devenir une femme obéissante. Et à 18 ans, on se mariait. Et j'en avais marre, en fait. Et j'étais misérable. Sauf que un soir, à les cours, on appelle ça des mutuelles, des cours de mutuelle de comment devenir une bonne femme et une bonne mère le jeudi soir, j'ai vu entraînement carrière. Parce que d'habitude, laissez-moi vous dire, ce n'était pas des histoires d'entraînement carrière. C'était point de croix, cuisine, comment préserver des légumes pour l'hiver, jardinage, quoi d'autre, patchwork, premier secours pour les enfants, bref, ce genre de choses qu'aujourd'hui, je suis ravie de savoir faire tout ça. Mon mari, il ne revient pas. Il dit, mais comment est-ce possible que tu peux à la fois tenir un business, puis potager, puis recevoir 40 personnes à la maison de campagne sans problème? Je dis, hashtag mormone. Donc, mais je voulais plus en fait. Oups, stop. Je voulais plus. Moi, ce que je voulais, c'était une carrière parce que j'ai vu Oprah Winfrey à la télé et j'ai dit waouh, c'est ça une carrière. J'ai vu Ali McBeal et j'étais waouh, c'est ça une carrière. Et donc quand j'ai vu entraînement de carrière, j'étais dit oh, enfin un truc intéressant. Donc après avoir été sortie de ma famille, les prières 7 fois par jour, les études de le livre qui est sorti d'un chapeau tous les matins, sinon je n'avais pas mes livres pour faire mes propres devoirs à l'école, dont je me donnais énormément. Bref, j'étais très frustrée et en colère, même si je n'avais pas les mots ou l'intelligence de soi à l'époque de le dire comme ça. Et c'est pour ça que le jeudi soir, quand on est arrivé au entraînement des carrières, et il y avait un communiqué qui est venu de Salt Lake City. Donc, Salt Lake City, c'est une ville paumée au pile milieu des États-Unis, mais c'est le Vatican mormon. Donc, il y a un pape mormon qu'ils appellent le prophète, qui, quand il a des révélations de ce qu'il faut faire dans l'église mormone, il envoie des communiqués qui sont envoyés à toutes les différentes paroisses partout dans le monde, à des millions de mormons qui existent. Et ça, cette communication était par rapport à les diplômes des femmes. Et donc, ça parlait de, en fait, beaucoup de femmes se mariaient jeunes avant de faire des études et qu'une grosse dépense de l'église mormone, qui est l'église la plus riche du monde, plus riche de l'église catholique, plus riche que toutes les autres églises du monde, parce que, autant que mormon, on donne 10% de nos revenus à l'église. Et depuis 100 ans, il investit en bourse, il investit dans du bitcoin, mais des trucs de ouf. Et ils sont très, très riches. Et donc, mais ils ont constaté, eux, ils ne pensent pas juste top line, mais aussi bottom line. Et ils ont constaté une dépense qui est considérée considérable. Et c'était des femmes qui demandaient de l'argent à l'église pour nourrir leurs enfants si leur mari était au chômage ou si leur mari était en capacité par un accident ou s'ils ont perdu leur mari, s'il y avait un cas de décès. Et donc, ils ont dit que désormais, on sanctionne des jeunes femmes après le bac de attendre de se marier ou attendre de faire des enfants le temps qu'ils font un certificat professionnel, le temps qu'ils se professionnalisent. Ceci dit, le temps, on ne va pas commencer à faire des PhD, il ne faut pas exagérer non plus. On sanctionne des diplômes qui durent entre 6 et 18 mois. Voici la liste des vocations qui sont acceptées par l'Église mormone. En gros, voici ce que vous avez le droit de faire. Okay? Les hommes, ils peuvent tout faire. Médecin, machin, nana. L'Église mormone paye même pour qu'ils aillent à l'école, s'ils vont à des écoles mormones. Mais nous, on avait droit à coiffeuse, esthéticienne, secrétaire, assistante maternelle, auxiliaire de vie, quoi d'autre, assistante de classe dans les écoles, et ainsi de suite. D'accord? Et je précise toujours
que être auxiliaire de vie est un métier noble et honnête. OK? Et je remercie le ciel que j'ai pu avoir trouvé l'assistante maternelle qui occupait de ma petite Nina quand j'ai pas eu une place en crèche. Merci. OK? Mais des personnes-là qui exercent ces métiers-là l'ont choisi. Ils l'ont choisi. Et quand j'ai entendu cette liste, en fait, tout mon rage est sorti. C'était trop. C'était le goutte qui a fait déborder le vase. Et j'étais remplie de rage, en fait. Et j'ai crié, pourquoi pas présidente? Pourquoi pas PDG? OK? J'en connaissais pas d'autres jobs très carrière de plus parce que je n'avais jamais vu une femme jusqu'à l'âge de 18 ans qui ne travaillait hors un restaurant ou à l'école. Donc, c'est en venant à Paris que j'ai découvert des femmes qui sont sur des conseils d'administration, qui sont très successful. Okay? Et là, j'ai concocté un plan, en fait. Un plan d'idiote, d'adolescente enragée. Okay? Et le dimanche suivant, toutes les études que j'ai dû faire pour faire ce catéchisme à la mormonisme, les études sur le livre mormon que j'étais obligée de présenter à l'évêque tous les dimanches parce que j'avais une réputation de rebelle. J'ai mis dans mon sac pour présenter à l'évêque, mais j'ai aussi mis une bombe de lac pour cheveux et des allumettes. Vous me sentez venir. Et donc, pendant la messe de 3 heures, qui était en plein hiver, on était en plein hiver, il y a un grand baie vitré qui donnait sur un jardin devant l'église qui était couvert de neige jusqu'à les hanches. Et la première prière commence, tout le monde ferme les yeux pour prier, et moi, je sors de la salle de la chapelle, et j'y vais devant la baie vitrée, et je creuse un trou dans la neige, et je mets la Bible mormone, les textes sacrés, tous mes études, méchants, je bombe le tout de lac, et je mets le feu, et je mets la petite canette de lac. Donc, pas besoin d'être diplômé de sciences pour savoir ce qui se passe ensuite. Je reprends ma place dans la messe comme une psychopathe. Jusqu'à quelques minutes plus tard, ça fait... Et il y a un petit mini-feu. Et donc, il y a quelqu'un dans l'église qui dit « Fire !» comme ça. Et les gens, ils sortent et ils voient devant ce qui s'est passé. Il y avait mon nom partout. Okay? J'avais écrit mon nom partout, etc. Et l'évêque, il dit qui a fait ça? Et je me souviens que j'étais ravie qu'il dit qui a fait ça. Parce que pour moi, je me suis dit, peut-être il va savoir qui c'est et il ne va pas me digner de mon, comment dire, mon théâtre, en fait, que j'avais demandé pour pouvoir me lever le menton, croiser les bras comme ça et dire, c'était moi. Comme ça. Et j'étais punie et c'était la honte pour les gens qui étaient censés me garder et ça a aggravé ma réputation de rebelle davantage et j'étais serrée encore plus fort, mais je m'en fichais en fait. Je m'en fichais parce que ce jour-là, j'ai compris qu'on ne peut pas choisir la carte que l'univers va vous distribuer, mais on peut choisir comment on joue nos cartes. Et c'est pour ça que, pour moi, j'adore l'entrepreneuriat, que je suis dans l'entrepreneuriat et jusqu'à la fin de ma vie, je vais être dans l'entrepreneuriat. C'est parce que le talent est partout, l'opportunité n'est pas. Et si vous n'étiez pas né dans le 16e, et si vous êtes né dans le 16e, c'est OK aussi, hein, j'ai rien contre le 16e, mais je vais dire que si vous n'étiez pas né dans une situation de privilège qui faisait en sorte que vous allez avoir accès à un chouette réseau, vous allez avoir accès à des bonnes écoles, ben, l'entrepreneuriat peut être un chemin parallèle à la réussite. Si vous avez de l'ambition et si vous êtes déterminé. Et l'ambition est un thème clé et centre dans la théorie de la veste parce que pour moi, l'ambition est le moteur de notre économie. Et il y a quand même un problème en France.
quand on réfléchit 2 secondes à des expressions qui définissent l'ambition. Elle a les dents longues qui raillent le parquet, qu'elle image horrible. Elle est prête à tout pour arriver. Okay? C'est comme ça qu'on parle de l'ambition. L'ambition, c'est ce qui monte les business. C'est ce qui va faire rebondir l'économie. C'est ce qui crée des licornes. Marie Curie était ambitieuse. Barack Obama était ambitieux. Okay? Quel dommage que Trump était. Bref, c'est là où j'ai assumé mon ambition, ce jeu-là, devant le feu. Donc, vous en inquiétez pas, parce que pour pratiquer la théorie de la veste, il ne faut pas mettre le feu à quoi que ce soit. C'est totalement sans danger. Et donc, c'est quoi la théorie de la veste, en fait? Donc, la théorie de la veste, c'est pour débloquer votre ambition si vous êtes dans un spirale de « j'ai peur de commencer et si j'échoue ». Okay? Mais tant que je ne commence pas, je suis en train d'échouer. Et donc, ça rogne ma confiance. Okay? Et ainsi de suite. Et je me suis trouvée dans cette spirale peut-être 15 ans plus tard parce que je suis devenue exactement ce que je craignais devenir. C'est-à-dire que j'étais une femme dépendante avec un enfant qui ne travaillait pas. Et c'est parce que je venais d'arrêter un job dans la politique. J'écrivais des discours pour des hommes et des femmes politiques qui avaient arrêté la politique. Et quand on a arrêté la politique, on fait des conférences pour HSBC à Hong Kong, payé 200 000 euros après avoir volé la première en Air France. Et donc, le discours must be in English. Et ça a intérêt d'être à peu près bon, vu que ça coûte 200 000 balles. Et donc, c'est ça ce que je faisais. Mais ça ne me correspondait pas et je sentais le besoin de monter mon propre affaire. Et donc, j'étais en train de monter mon propre affaire, toute seule, dans la buanderie de chez moi. Mais vous connaissez très bien, tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas d'entreprise. Tant qu'on n'a pas de clients, on a un passe-temps, on a un loisir. D'accord ? Et tout ce qu'il fallait, c'est que je prends le téléphone et que je commence à téléphoner mon réseau, parce que j'ai un très chouette réseau, vu le travail que je faisais avant, mais j'avais peur. Et s'ils me demandent où sont mes locaux, je vais être obligée de dire dans la buanderie. Et s'ils me demandent qui sont vos références, je vais dire, bah, vous serez le premier. Lol, super lol. OK? Donc, cette peur de lose, en fait, ces films que je me faisais toute seule dans ma tête m'empêchaient à téléphoner. Et tant que je ne téléphonais pas, je n'avais pas de business. Et chaque instant que je ne créais pas mon business, je perdais encore plus confiance en moi. Et pendant ce temps-là, mon mari payait la nounou. Mon mari payait quand j'avais besoin de faire des courses, faire tout, quoi. Parce que j'étais au chômage, j'avais plus droit au chômage et c'était ridicule. Et donc là, j'ai dit stop. Annabelle, c'est stupide. Tu as peur d'échouer, tu as peur de rejet, mais tu en as plein de gens dans ton réseau. Donc, s'il y en a un qui te rejette, bah tant pis, tu vas juste faire le premier. Donc, tu ne peux pas sortir de cette buanderie, tu ne peux pas pisser, tu ne peux pas regarder Facebook parce qu'à l'époque, c'était toujours cool. Tu ne peux pas y aller aux toilettes tant que tu n'as pas pris 3 vestes. 3, non merci. 3, pourquoi vous m'appelez, madame? Vous êtes qui? Comment vous avez eu mon numéro? Okay? Tout ce qui me faisait peur. Il fallait que j'ai 3 rejets avant de pouvoir sortir de ma buanderie. Et donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné à un premier contact. Elle m'a répondu directement aux boîtes vocales. Et j'ai dit, oh, je le savais. Mais tout de suite, elle m'envoie un texto derrière. J'ai dit, Annabelle, ça va? Ça fait longtemps, j'ai pas de tes nouvelles. Elle se souvient de moi. Je lui ai dit, bah tiens, j'ai lancé mon propre business. Maintenant, j'écris des discours et je fais des chouettes présentations à mon propre compte. Elle me répond, génial, j'ai toujours adoré travailler avec toi. Voici le numéro de mon assistante. Tu le contactes et tu prends rendez-vous avec la DIRCOM de ma part. On va travailler ensemble. What? Mais de quoi j'avais peur, dis donc. Donc, je continue. Et c'était pas des vestes, en fait. J'avais du mal à choper mes vestes.
des gens qui soit ils répondent pas, soit il me dit bah, très bien, envoyez-moi votre offre, ou soit il me dit bah super, on peut boire un café, on peut voir, ok. Et donc je commençais à avoir une entonnoir de vente. Donc arrivé presque 18h, parce que la nounou a arrêté à 18h, je dis donc, il va falloir que j'aille un petit peu plus franco, parce que là j'ai pris aucune veste, c'est pas sérieux, je me suis fait une promesse, il faut que je le garde. Et donc j'ai dit bah je vais appeler un prospect que je connais, ni d'Ave, ni des dents. Je vais appeler un prospect. Et qui est-ce que je vais appeler? Il y a un machine marketing derrière qui travaille très fort, on voit. Chanel. Okay? Parce qu'en même temps, je n'ai pas quitté l'Alberta pour prospecter Veolia ou EDF. Okay? Je n'ai rien contre eux, hein, c'est mes clients aujourd'hui, mais voilà. Première veste, je voulais que ce soit veste Chanel. Lol. Je dis, mais jamais de la vie, est-ce que je vais trouver un numéro? Je tape. Standard Chanel en Google. Google me répond. Je trouve un 01. Je téléphone, je dis jamais de la veste, ils vont me passer la directrice de la communication. Ça ne marche pas comme ça. Donc aujourd'hui, je dis directrice de la communication, mais sachez que j'ai demandé quelqu'un d'autre. Donc je dis directrice de la communication aujourd'hui pour cacher l'identité de cette femme. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Chanel, bonjour. Oui, bonjour. Je souhaite parler avec la directrice de la communication, s'il vous plaît. Je dis jamais de la vie, est-ce qu'il va me la passer? Ça ne se passe pas comme ça. Oui, très bien, madame, je vous le passe. Ok. Je dis, mais jamais elle va me répondre. Elle ne répond pas comme ça. Voilà, ça va y aller aux boîtes vocales, ça sera ça, ma veste, machin. Oui, allô? Avec un ton comme ça. Mais glacial. Un truc à arrêter le réchauffement climatique. Mais tout de suite, oui, allô? Et là, je me lance dans un pitch. Il n'y a pas d'autre mot qui était une merde. Mais vraiment. Parce que c'était pas préparé. J'étais stressée à bloc. Ça n'avait ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. C'était une bouse. Et elle m'arrête au milieu, et je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie toujours ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, madame, je vous arrête. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'appeler quelqu'un qu'on devait le faire. Bonne journée. Elle raccroche comme ça. Et là, j'ai commencé à sentir une douleur en moi. Parce qu'en fait, cette rejet que je craignais, elle était tellement pire que j'avais imaginé, en fait. Ça faisait plus mal que j'ai pu imaginer. Et j'étais comme ça dans mon bureau, je ne bougeais pas. J'étais là, genre, si je ne bouge pas, cette douleur que j'ai entre les poumons ne veut pas transpercer partout dans mon corps parce que je vais sûrement mourir, en fait. Et pas du tout, en fait. C'est un petit peu plus tard, ça a estompé un petit peu le douleur. Et quand j'ai pu relativiser, je me suis dit, j'ai 4 rendez-vous commerciaux. J'ai 2 clients. J'ai un entonnoir de vente. Le cycle est brisé. Ma boîte est démarrée. Et depuis ce jour-là, c'est vraiment le jour où la boîte a démarré. Et c'est là où je me suis dit que cette peur de rejet est particulière quand même. Et ce n'est pas rationnel. Et ça nous bride dans notre ambition. Et à partir de ce moment-là, je faisais des recherches sur le rejet. Je voulais comprendre. Les bouquins que je pouvais trouver sur la peur du rejet, je les achetais. Les gens qui faisaient des recherches, je les envoyais des mails. Et c'est des gens que j'ai interviewés pour le livre. Des professeurs à Harvard, des PDG, des psychologistes, des biologistes, des endocrinologues, ok? Et c'est là où j'ai développé la théorie de la veste, parce qu'en discutant et en faisant mes recherches, cette peur de rejet, ça bloque tellement de gens, en fait. Ça nous bloque tellement. Et la relation que nous avons avec le rejet, elle est démodée. Elle n'est plus en phase avec ce que c'est la société aujourd'hui. Et c'est encore un exemple de pourquoi... Encore un exemple de notre mode de vie qui n'est plus en phase avec notre biologie. Le peur du rejet a été développé quand on habitait toujours dans des tribus, il y a à peu près 50 000 ans, pour nous empêcher à mourir. Avant, si on n'habitait pas dans une tribu, on avait peu de chance à survivre toute seule dans la savane, sans les autres pour nous protéger, sans les autres pour nous aider,
sans les autres mères, allaiter notre bébé les 2-3 premiers jours où on n'avait pas de lait et cet enfant avait besoin de boire. Et donc, faire quelque chose pour challenger l'alpha ou être trop différent ou se faire rejeter, égaler, éjecter du tribu, égaler la mort. Mais aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui osent. Le monde appartient à ceux qui téléphonent leur réseau pour dire qu'ils sont mis en freelance. Le monde appartient à ceux qui demandent cet énorme talent d'être leur cofondateur en disant « mais jamais elle va se mettre avec moi, elle est trop machin là. » Bah super, vous avez fait une tentative de veste. Donc, comment pratiquer la théorie de la veste? Il y a 3 choses à faire. Je vais en parler de 2 aujourd'hui parce que le 3e est un peu space. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il faut acheter le bouquin. Le premier, c'est qu'il faut se fixer un quota de vestes à prendre tous les jours. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. 1, pour apprendre à votre système hormonal, en fait, que nous puissions être performants malgré le sentiment de panique et de peur que nous avons. D'accord? Deuxièmement, parce que ceux qui pratiquent la théorie de la veste pour les 30 premiers jours, et on commence à avoir du data sur les gens qui pratiquent la théorie de la veste, parce que les gens, ils achètent des bouquins. Mazel tov. Inch'Allah, super. OK? Pour les 30 premiers jours, à peu près entre 30 et 50% de ce qu'ils étaient sûrs sera une veste, et soit pas une veste, donc neutre, ou une opportunité, en fait. Une opportunité. D'accord? Et troisième chose, c'est que on passe notre journée à essayer de réussir. C'est juste responsable d'avoir un portefeuille équilibré, en fait. Parce que chaque fois qu'on dépense notre temps, on fait un investissement. Et qui dit investissement, dit portfolio équilibré. Il ne faut pas mettre tous ses oseilles dans le même investissement. D'accord? Et donc, est-ce pas logique de, une fois par jour, essayer de faire quelque chose que c'est un investissement risqué. D'accord? Mais si ça marche banco. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à appeler des gens, appeler le président de la République pour lui demander de tweeter sur votre start-up. Non. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des critères pour une bonne veste et ils sont les suivants. À nouveau, 3. Les critères sont les suivants. 1, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. Comment voulez-vous muscler votre muscle de la loose si vous faites des choses dont vous êtes sûr que c'est des réussites? Non, c'est comme ça qu'on passe 10 heures par jour. Okay? Les 30 minutes par jour qu'on essaye de se prendre des vestes, on va vraiment faire des investissements un peu risqués. D'accord? Donc, il faut que vous soyez quasi sûr que c'est une veste. 2, si jamais ce n'est pas une veste, il faut que ça vous amène plus proche à votre ambition. Ce qui veut dire qu'il faut définir votre ambition. Vous connaissez mes sentiments sur l'ambition maintenant, pas la peine de se répéter. Mais il faut définir cette ambition. D'accord? Et 3e critère, dans aucun cas, est-ce qu'une tentative de veste doit nuire à votre réputation? Dans aucun cas. D'accord? Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire pour faire une tentative de veste. Et ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est que vous réfléchissez dès maintenant, qu'est-ce qui pourrait être ma veste? Quelle est mon ambition? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour pratiquer la théorie de la veste pour accomplir mon ambition? Et on va faire dans un instant ce que j'appelle un live loose. D'accord? Un live loose. La deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, c'est qu'il faut avoir un copain ou une copine de la loose. D'accord? Le copain de la loose, la copine de la loose, elle a une responsabilité selon la manifeste de la loose, un devoir solennel de fêter, vous féliciter dans vos vestes, dans vos looses, pour que nous puissions changer le don que nous avons avec le rejet. D'accord? Donc, imaginons que Alexandre, qui était assez gentil de m'accueillir aujourd'hui, son ambition, c'est d'avoir
d'avoir plus de presse pour son organisation. D'accord? D'avoir plus de presse. Et donc, ce qu'il va faire pour faire une tentative de veste, c'est il va, chaque fois qu'il poste sur LinkedIn, il va taguer un journaliste qui pense que ça pourrait intéresser le sujet. Okay? Un journaliste local ou un journaliste sur BFM ou un journaliste qui couvre l'innovation, start-up, machin là. Chaque fois. Okay? Il fait ça une fois par jour. Lui, il a un quota de veste de 1 par jour. D'accord? Donc ça, c'est une bonne tentative de veste. Pourquoi? C'est probablement une veste. Des journalistes sont parmi les gens les plus sollicités de la planète. Après d'être marié avec un ex-journaliste, il recevait entre 400 et 600 communiqués de presse par jour. D'accord? Et je ne vous en parle même pas des appels ultra sollicités. Et donc, c'est probablement une veste. 2, si jamais ce n'est pas une veste, banco le chien. Okay? Je pense que c'est bingo le chien, je ne sais pas comment vous dites, mais... OK? Super! Bonne nouvelle! Wouhou! Okay. 3, ça n'abîme pas sa réputation parce que il fait ça de manière intelligente. Okay? C'est ce que j'appelle dans le livre la paramètre mignon qui doit être appliqué à votre communication. D'accord? La paramètre mignon. Ce qui veut dire que votre communication, c'est sincère. C'est presque mignon à tel point c'est sincère. Et donc, quand il met sur LinkedIn le success story d'une entrepreneur dans des technologies renouvelables, et il tag un journaliste qui est spécialisé dans les RSE et les technologies renouvelables, et il met entre parenthèses, excusez-moi de vous taguer, mais je me suis dit que peut-être ça peut vous intéresser. J'ai adoré l'histoire que vous avez fait sur les cartons pliables la semaine dernière. Ferme parenthèse. On ne peut pas être énervé avec ce monsieur parce que c'est mignon ce qu'il fait. D'accord? C'est une communication réfléchie, intelligente, qui a une valeur pour le journaliste. D'accord? Une tentative de veste ne doit pas être 100% moi je gagne, 0% toi que tu gagnes. Non, il ne faut pas que ça soit ça. Ça, c'est une mauvaise tentative de veste. Et donc, après 2 semaines de veste consistant, il n'en peut plus. Il est fatigué, Alexandre. Il dit, mais ça ne marche pas ton livre là. Je vais te rembourser. Okay? Donc, il me contacte, moi, sa copine de la loose, me dit, Annabelle, 17 postes, 17 vestes. Et moi, je vais lui dire, oui, mais si tu n'avais pas fait des tentatives de veste, ça sera sûr que rien va porter ses fruits dans le futur. Je veux dire, là, Alexandre, tu oses, ou plein d'autres n'auraient pas osé. Tu vois? Là, en fait, tu t'impliques davantage, tu fais ton job d'ambassadeur de ton organisme mieux que 90% de la population. Je dis, tu peux être fier à tel point. Regarde tous les risques que tu prends pour ton organisme. Tu peux être fier. Et tu oses là où plein d'autres n'auraient pas osé. Tu es un super loser. Tu es le meilleur des losers de tous les Hauts-de-France et je suis fière de toi. Bravo. Bonne veste à venir, Alexandre. Continue. Et ensuite, je vais lui envoyer un gif qui fait marrer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait grâce à cette petite expérience? 1, vous êtes désormais, je vous garantis que dans les 17 qui... Best loser ever. Totally, Alexandre. Je vous garantis que dans les 17 journalistes que vous avez tagués, il y a au moins qui a jeté un coup d'œil. Et donc là, Hauts-de-France et Star Partners est sur la radar d'un journaliste là où ce n'était pas le cas auparavant. OK? Et qui sait sont ces sujets prochainement? D'accord? Et là, il va garder ça dans un coin de tête. 2, Alexandre a changé la relation qu'il avait avec la loose. Parce que comment tu peux pas être heureux quand tu as une copine de la loose qui te dit « Ouais, best loser ever! Super! » nanana. Okay? Deuxième chose que je vais faire en tant que copine de la loose, c'est que 17 vestes défilées de suite, ça fait quand même beaucoup. Donc, on va discuter ensemble pourquoi il n'y a pas les 30% de réussite là-dedans. Douleur plus réflexion égale progrès. D'accord?
Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un banquier très connu aux États-Unis qui s'appelle Ray Dalio, qui dit toujours douleur plus réflexion égale progrès. Et donc, on va voir. Je dis, est-ce que tu targetes les bonnes journalistes? Est-ce que c'est mignon ce que tu fais ou est-ce que c'est agaçant? OK? Il ne faut pas que ça soit, et c'est extrêmement vulgaire ce que je vais vous dire, mais on va tous comprendre. Pour ceux qui ont été sur les applis Tinder, Bumble pour choper, quoi. OK? Sachez-vous qu'il y a un hashtag tu baises. Tu vois? Et c'est exactement ça, en fait, quand tu réfléchis pas à tes tentatives de veste. D'accord? Donc, on a le droit de draguer. On a le droit, mais dans l'intelligence et dans le respect. Et ça potentiellement une situation gagnant-gagnant. D'accord? Donc, quota de veste tous les jours, en phase avec votre ambition, qui n'abîme jamais votre réputation. Et quand vous prenez une veste particulièrement douloureuse, vous racontez à votre copain de la loose. Vous pouvez même être une famille de la loose entre vous, là, okay, pour que vous soyez encouragés et pour qu'il t'aide à dire, là, ça fait quand même plusieurs vestes de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on n'est pas assez créatif dans notre communication? Est-ce qu'on n'est pas assez frais et différent? OK? Et donc, maintenant, j'aimerais bien prendre des questions. Si vous, dans le public, vous avez quelque chose à dire, quelque chose à partager, une question. Si vous ne savez pas ce qui pourrait être votre tentative de veste, si vous ne pouvez pas ce qui est votre ambition, en fait, c'est le moment d'en parler. Si vous avez des questions. Donc, je vois qu'il y a des gens en train de taper. Et ça me rassure toujours. Parce que c'est une grosse tentative de veste quand je fais ça. Et je dis, et si personne n'en parle? J'ai lu votre livre et j'ai adoré. Merci beaucoup, Elisabeth. Mais comment toujours se renouveler et rester mignon? Ah, ça c'est une très bonne question. Et ça se répond avec un mot, en fait. Ça se répond avec un mot. Et ce mot, c'est veille. Veille. D'accord? C'est Karl Lagerfeld qui a dit que la définition de la créativité que moi je pratique, c'est l'association peu probable, l'association réussie entre des choses peu probables. L'association réussie entre des choses peu probables. Le truc le plus créatif que j'ai vu récemment, c'était quelqu'un dans mon quartier qui a fait un nid de poules parce qu'il y a des poules dans son jardin. Et en fait, ses nids de poules sont un surcoupe volant. J'ai trouvé ça absolument hilarant, créatif, drôle, mignon. D'accord? Donc, je ne dis pas, il faut que tu te mettes à garder des poules, Elisabeth. Mais ce que je dis, c'est que cage à poules, surcoupe volant, il fallait trouver l'association. Et pourtant, ça marche. Et ça fait marrer tout le monde. Et il a eu son photo dans le journal local et tout. OK? Et donc, la capacité à faire des liens entre des choses peu probables en veillant. Donc, si vous allez faire une tentative de veste, c'est quoi votre activité professionnelle, Elisabeth? Est-ce qu'on peut demander à Elisabeth de venir sur scène? Est-ce possible? Si tu veux cliquer sur participer, Elisabeth, si tu veux pas, tu peux continuer à taper. Je comprends que tout le monde n'aime pas le surprise, tu es sur scène. Excellent. Là, c'est sûr que là, c'est la... Bonjour! Oui. Ravie de vous voir. Mais parlez-moi de votre activité. Parlez-moi de ce que vous construisez. Quelle est votre activité? Alors, je suis entrepreneur et je construis une application qui viendra en aide aux couples qui ont des problèmes de fertilité et plus précisément en complément des parcours PMA. Alors, moi, j'ai aucune créativité. C'est pour ça que j'avais cette question parce que j'ai commencé à mettre en place cette technique et lundi soir, où je me suis dit, bon, j'ai pas eu mes vestes aujourd'hui, il faut que je contacte quelqu'un. Et j'ai contacté quelqu'un, j'ai éteint mon ordinateur et 1 heure après, je recevais une confirmation de rendez-vous. Et je me suis dit,
magnifique. Parce que je ne l'aurais pas fait, en fait. Je n'aurais sûrement pas fait sans avoir lu le livre. Parce que je me dis, oh, je la dérange. Elle m'avait dit oui, et puis finalement non, etc. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit oui pour discuter. J'ai relancé 1 fois, 2 fois, et je me dis, ah, il faudrait que je trouve un truc plus mignon pour vraiment attirer l'attention. Mais là, je sais, je complètement. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que veiller sur cette personne. D'accord? Quand il s'agit de rentrer en contact avec les gens où on ne va pas forcément se croiser en se promenant des chiens le matin, ok? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le méthode encombrant. D'accord? Donc, vous savez comment j'ai grandi maintenant, mormone, pauvre, dans le forêt, au milieu de nulle part, machin. Maintenant, j'habite dans un petit village pas loin de Versailles. Et tous les troisièmes jeudis soir du mois, machin, c'est les encombrants. Et que quand je regarde ce que les gens laissent sur le trottoir, mais je suis scotchée, tu vois? Genre, regarde ce truc-là que j'ai récupéré, que j'ai repeint, machin, mais que des trucs magnifiques. Genre, ça se vendrait une fortune au Canada. Je dis, non, mais c'est pas possible. Okay? Et donc, l'information que les gens laissent sur Internet, c'est comme les encombrants au Versailles. Donc, si tu veux intégrer un réseau et tu t'es fait rejeter de cet réseau, il faut savoir que des rejets sont en fait des terrains fertiles d'autres rejets. D'accord? Et donc, tu te fais rejeter de cet réseau et tu regardes la fondatrice du réseau. Je ne comprends pas trop pourquoi je t'ai rejeté, machin, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un message personnel. Et donc, tu regardes et son Instagram est ouverte. Elle publie sa vie sur Twitter. Elle a énormément de trucs sur LinkedIn. Quand tu le googles, tu trouves plein de trucs, machin, nana. Elle a même des Google Docs qui sont ouverts, que machin, nana. Elle a un blog, tu vois. C'est les encombrants à Versailles, mon ami. Et donc, tu vas regarder et veiller sur cette info, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que, on a ce truc en commun tous les deux. On a ce truc en commun. Et donc, je vais envoyer un mail avec allusion au truc qu'on a en commun dans le ligne de sujet pour qu'on a envie d'ouvrir ce mail. Tu vois? Et comme une tentative de veste ne doit jamais abîmer ta réputation, si elle répond toujours pas à ce mail, tu vas juste envoyer une petite carte. Par exemple, moi, j'ai toujours des cartes personnalisées, machin. Ça coûte rien à imprimer, tu vois? Mais juste une petite carte qui a juste ton nom et le logo ou quelque chose. Et tu vas dire que certains envoient des cartes de remerciement. Moi, je vous envoie une carte d'adieu. Parce que ça fait 2 fois que j'essaye, tu vois, ça fait 2 fois que j'essaye de vous contacter. J'ai pas envie d'être fichier S ou quelque chose. Je vais dire que c'est pas la peine d'être lourd. Mais je voulais juste dire que ma démarche était sincère, que je pense que j'ai une vraie valeur pour ce réseau. Et donc, le jour où les recrutements ou les portes sont ouvertes à nouveau, sachez que je vous contacte pour contribuer à ce réseau et non pas juste pour prendre. Je suis quelqu'un de généreux, donc je voulais juste que vous sachiez ça. Bonne route, bon vent, je vous laisse tranquille. Okay? Ouais, et donc là, ça marque les esprits. Et le truc, c'est que ce qui est génial dans ce genre de cas, si on était y allé au bout de notre loose, c'est que quelqu'un qui ne répond pas à un message comme ça, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel tu as envie d'être connecté, en fait? Mais non. Clairement, elle ne partage pas tes valeurs. Tu vois, c'est l'intégrité, la sincérité, la générosité. Il y en avait tout dans ton message. Et je ne dis pas que mes valeurs sont les vôtres. Donc, à vous de définir qui sont vos propres valeurs. Il ne faut pas oublier que la connaissance de soi est la base de n'importe quel développement personnel. On ne peut pas se développer si on ne se connaît pas. D'accord? Moi, je connais mes valeurs, je connais mes défauts, je connais mes forces. OK? Et donc là, en mettant la paramètre mignon qui est rien d'autre que s'exposer ses valeurs à quelqu'un, si elle rejette ça, ça veut dire que heureusement que vous ne faites pas affaire ensemble. Et donc, tu n'as pas à être frustré, tu n'as pas à dire « Oh, je suis un loser, machin ». Pas du tout. Je suis juste tombée sur quelqu'un qui ne partage pas mes valeurs et heureusement que je n'intègre pas cette réseau. Ok, super. Merci. Bah, je vous en prie. Et félicitations pour ce que vous faites et bonne chance et bonne news à venir. Merci.
Donc, on a Shada qui dit je trouve ce livre est top, merci. Merci beaucoup. Bravo, Elisabeth. Plein de félicitations. Bravo, bravo, félicitations. Vous avez plein de. C'est même pas les copains de la loose, mais en fait, vous allez voir que les copains de la loose, ils te félicitent quand tu loses. Mais évidemment, quand tu gagnes, ils sont des côtés aussi. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je te demande comment partir de zéro quand on n'a aucun réseau. Donc, déjà, Shada, personne n'a aucun réseau. D'accord? Si tu es orphelin en vivant dans une maison isolée, sans électricité et sans Internet au milieu de la Bretagne, ok, tu n'as aucun réseau. Mais tu es bien connecté à Internet aujourd'hui. Tu es bien né d'un père et d'une mère, qu'ils ont peut-être des frères et sœurs eux aussi, qu'ils ont des amis de famille, d'accord? Et donc, en fait, faire du réseau, c'est rien d'autre que de la bouture. Parce que figure-toi que les Mormones, ils m'ont forcé de faire du jardinage et je suis un peu amère de dire aujourd'hui que finalement, j'adore ça, d'accord? Et donc, je fais de la bouture de mes roses, de mes plantes avocats, machin. Et il faut faire avec ce que tu as. Et le réseau, en fait, c'est comme une oignon. Au début, on a ça, et après, on a un deuxième anneau, et après, on a un troisième anneau, et après, on a un quatrième anneau. Et le premier anneau, c'est tes proches, les gens qui sont dans ta maison. Et donc, tu vas faire ce qui n'est pas très aimé en France, mais tu vas mélanger le pro et le perso. Oh. Mais tant qu'on n'a pas de réseau pro, on est obligé. On est obligé, ok? Pense à le premier stage que tu as eu quand tu avais 14 ans, il fallait faire un stage. Je te promets que c'était un ami de ton papa ou un ami de ta mère ou un ami de ton oncle ou je ne sais pas quoi, d'accord? Et donc, on va regarder dans le réseau de notre famille quelqu'un qui nous intéresse et on va dire, Tata, serais-tu d'accord de me présenter à un tel que j'ai vu travailler chez L'Oréal? Et moi, je suis en train de monter un start-up dans la beauté. Oui, ce n'est pas notre culture. En effet, ce n'est pas notre culture. Et donc, en fait, il faut savoir que le première personne que tu vas mettre dans ton réseau est le plus difficile que tu vas avoir. Et ensuite, le deuxième, c'est le deuxième plus difficile. Et c'est pareil pour des clients. Le premier client que tu vas signer va être le client le plus difficile de ta vie à signer. Okay? Et le deuxième va être le deuxième plus difficile. D'accord? Et après, des beaux clients engendrent des beaux clients. Mais au début, on est obligé de le faire comme ça. Il y a des petits secrets, des secrets cachés, des secrets sales de l'entrepreneuriat que personne veut dire. Mais moi, je l'ai dit parce que moi, je n'ai pas quitté l'Alberta pour avoir la langue dans la poche. Okay? Le premier, c'est qu'au début, on est obligé de bricoler avec ce qu'on a. D'accord? Et ce qu'on a au début, c'est le personnel. D'accord? Ma première bureau, c'était pas dans un WeWork super chic dans le Silicon Sentier. C'était dans ma buanderie au Kremlin-Bicêtre. Tu vois? Les premiers paquets Amazon que Jeff Bezos a envoyés, c'était depuis son sous-sol. Tu vois? On a tous le droit de démarrer. Et si on assume le fait qu'on démarre et si on utilise même dans notre paramètre mignon, ça rend la pilule de mélanger le pro et le perso beaucoup plus facile à avaler au début. D'accord? Donc, quand tu envoies ce premier message à le contact de ta tante, par exemple, que tu l'as demandé, il faut qu'on assume le fait qu'on démarre. Bonjour, Madame Michu. C'est ma tante qui m'a donné votre contact. C'est moi qui l'a demandé d'être mise en relation parce que je démarre une nouvelle activité dans la beauté, par exemple. Okay. Je vous contacte parce que j'ai vu que vous travaillez dans l'innovation chez L'Oréal. Moi, je suis une jeune entrepreneuse qui vient de faire une reconversion et cette aventure est 100% nouveau pour moi et vous êtes la première message LinkedIn que j'envoie pour essayer de créer un réseau pour pouvoir lancer ma société.
je vous emmène un muffin Starbucks et un latte de votre choix à votre bureau, chaud. Si vous êtes d'accord de me donner juste 10 minutes pour que je puisse vous poser 3 questions que j'arrive pas à trouver la réponse sur Internet par rapport à le marché de l'innovation de la beauté en France. Seriez-vous d'accord d'accepter ce latte? Et veuillez pardonner ma tante de briser le RGPD et me donner vos contacts, mais je l'ai vraiment harcelée pour qu'elle le fasse. Bien à vous, Shada. Okay. Donc, ça, c'est une bonne tentative de veste. Pourquoi? Parce que ça va dans le sens de ton ambition. OK? Et si je peux vous donner un conseil, visez des gens au début, quand on essaie de grandir notre réseau, en fin de carrière. Parce que quand on étudie le parcours carrière de quelqu'un, on se rend compte qu'il y a une phase legacy, une phase de transmission. Chez presque tous les cadres, quand on étudie leur cycle de vie d'une carrière, il y a une phase de transition à la fin et on se rend compte que ces gens-là, ils sont heureux de transmettre chez des jeunes qui les contactent. 2, parce que si jamais cette dame, elle vous dit oui, votre réseau est démarré. Et une des questions que vous allez faire dans cet rendez-vous, c'est que est-ce qu'il y a d'autres gens que vous pensez que je devais connaître? Ça va me faire beaucoup de muffins à acheter, mais c'est avec plaisir. OK? Et 3, si elle vous dit non, elle va trouver ce message mignon. Et donc, vous êtes sur le radar de quelqu'un important dans votre secteur dont vous n'étiez pas auparavant. Et vous allez compter ça dans votre quota de veste et féliciter ça avec votre copine de la loose. Et vous n'avez rien perdu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres désirs de s'exprimer, des confessions? Super, merci à vous. Ben, merci à vous, Shadia. Alors, il y a une question. Je me suis connectée juste pour dire que j'ai hâte. Déjà, ce webinaire, je trouve génial. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. On a beaucoup rigolé avec Alexandre. Et je voulais dire que en lisant le livre, je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai commencé à prendre des vestes parce que pour des prochains événements, j'ai invité des gens. Dans ce cas, c'était une astronaute italienne. C'est Samantha Cristoforetti, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'était vraiment ambitieux comme proposition d'invitation pour le webinaire. Et j'ai reçu un non parce qu'en fait, elle est prise pour ses projets futurs. Et donc, c'est déjà mes tentatives de veste. C'est bien, je te félicite parce que c'est une veste intergalactique. Oui. T'imagines? C'est la première veste intergalactique que j'ai jamais entendue. Bravo. Merci. Et je vais encore essayer inviter avec d'autres gens. Je vais élargir mes vestes. Bravo. Donc, sachez que c'est à moi maintenant de faire une tentative de veste vis-à-vis de vous. Okay. Il faut savoir qu'une première autrice qui n'a pas le nom de famille Obama, n'est pas énormément soutenue par sa maison d'édition. J'ai la chance d'avoir un chouette agent, mais les gros budgets de marketing sont réservés pour des Marc Levy et des Nicolas Sarkozy, donc quand ils sortent un livre. Donc, sachez que pour moi, la théorie de la veste a toujours vendu purement par bouche à oreille. Purement par bouche à oreille. Et donc, si vous êtes d'accord de dire que vous avez assisté à cette conférence, de poster vos photos de la théorie de la veste sur LinkedIn,
taguez-moi à chaque fois, taguez ma société. Donc, ma société s'appelle Present Perfect. Et donc, je pense que nous sommes Present Perfect Paris sur LinkedIn. Et on envoie souvent des cadeaux parce qu'on est tellement remerciant de ceux qui parlent de notre livre. On fait des vidéos d'inspiration rose et paillettes tous les matins sur LinkedIn. Pour ceux qui sont d'accord de communiquer, de partager, etc., on envoie des cadeaux, on envoie des copies signées du livre, on envoie des petits paquets avec des goodies Present Perfect là-dedans, etc., parce que c'est vraiment comme ça qu'on croît. Et j'ai écrit ce livre pour des entrepreneurs. J'ai écrit pour vous, en fait. Et donc, taguez un entrepreneur que vous pensez a besoin de connaître la théorie de la veste et je serai extrêmement remerciante. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée. Et nous aussi, on le conseille parce que c'est trop bien comme livre. Il est bien écrit et c'est vraiment un plaisir de le lire. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup pour votre accueil. On conseille le chapitre 8. Oui, le chapitre 8, oui. C'est un peu spicy, les amis, hein, mais c'est la vie. Hein. On va pas spoiler, mais c'est... Il y a un quiz. Donc, écoutez, moi, malheureusement, dois sauter sur mon prochain meeting parce que j'ai vraiment pris du plaisir à être avec vous. C'est toujours le cas quand je suis avec des entrepreneurs. Donc, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur LinkedIn. Donc, je vais mettre mon Instagram. Oui, après, on pourra donner tout ça aux participants. C'est ça. Et je vous dis bonne loose à venir, bonne veste à venir et merci. À bientôt. Et moi, je prends juste un moment la parole pour remercier tout le monde pour avoir participé. Si vous avez envie de pratiquer la théorie de la veste avec nous, et donc à partager cette expérience avec d'autres losers, nous avons créé un groupe LinkedIn exprès pour ça et nous l'avons appelé la famille de la loose pour reprendre le livre. Et ici, vous pourrez échanger sur vos expériences, vos victoires ou mieux vos échecs, vos vestes et trouver aussi votre copine et copain de la loose. Et pour le rejoindre, on vous met le lien ici dans le chat. Merci Alexandre. Mais vous le trouverez également dans le sondage de satisfaction que on vous demande auquel on vous demande de répondre. Et nous avons vraiment besoin de vos avis et de vos impressions sur cet événement pour après organiser d'autres webinaires. Mais vous pouvez aussi nous contacter sur notre profil Instagram. On vous invite de nouveau de vous abonner. Et je vous remercie encore pour votre participation. Merci Annabelle pour ce webinaire. Et étant donné que c'est notre dernier événement avant les vacances, bonnes vacances et bon été. Merci. Je sais, Annabelle, que tu vas partir demain, donc bonnes vacances. Profite bien. Je pars 2 mois pour promouvoir le livre au Canada. Il est sorti au Canada. Ok, parfait. Bon, merci et à bientôt. Ciao, ciao. Merci, bye bye. Bye bye.